Bonjour à tous, nous allons commencer donc cette conférence sur le thème « Manager la santé des soignants, est-ce que c'est possible ?» Vaste question. Pour y répondre, nous avons trois interlocutrices de choix. Donc, Laurence Léniel, présidente de l'AFDS, l'Association française des directeurs de soins. Dominique Combarnous, présidente de l'ANSIM, Association nationale des cadres de santé, et Camille Pfeffer, qui est chercheur, maître de conférences à l'Institut de formation université en droit et management des métiers sanitaires et du médico-social, à l'Université de Lyon. C'est long, c'est une universitaire, c'est pour ça. Bien, pour commencer, je me tourne vers vous, Dominique Combarnous, donc, qui représentait les cadres de santé, pour savoir justement à la fois la santé des cadres, où est-ce qu'on en est, et la santé des soignants à travers eux. Comment on manage cette santé aujourd'hui? Quel constat vous faites? Alors globalement, les cadres de santé se retrouvent souvent dans des positions un peu délicates entre le fait d'assurer la continuité des soins et de préserver la santé des soignants. Parce qu'il y a des situations quand même assez difficiles et eux-mêmes sont souvent en sous-effectif également. Et il y a une pression globalement assez constante. Ils doivent gérer les plannings, pallier les absences et garantir la qualité des soins tout en veillant au bien-être des équipes. Donc c'est un dilemme important. C'est un peu le grand écart. Un peu, oui. Et malgré tout, les cadres de santé essayent de préserver la santé des professionnels, mais effectivement, ce n'est pas toujours évident et facile, d'où l'intérêt de bien connaître ces équipes. Et alors, comment ça se passe à votre niveau, vous, cadre? Quand une équipe va mal, c'est dû à quoi? Donnez-nous des exemples, expliquez-nous au quotidien comment ça se caractérise. L'équipe va mal, il y a des facteurs tout à fait différents. Ça peut être les patients qui vont mal et du coup les équipes qui vont mal, des équipes qui sont en sous-effectif et qui sont fatiguées. C'est vraiment polyfactoriel. On ne peut pas cibler seulement une chose, quoi. Et alors, comment doit réagir, d'après vous, le cadre de santé? Quelle est la première réaction à avoir? Quelles sont les choses à poser pour pas que ça dégénère? Quoi qui dégénère? La situation. Globalement, c'est difficile pour les cadres de santé. Ils sont tout seuls dans leur unité à essayer de pallier à tout ça. Ils peuvent s'appuyer également sur le binôme cadre-médecin quand il y en a un. Et ça, c'est important. C'est important. Et donc, quand les rapports sont fluides et plutôt faciles avec les médecins, c'est aussi un plus, ça? Tout à fait. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, non, mais de plus en plus. On prône le management participatif. On en a un exemple là. C'est-à-dire le management que tout le monde participe, qu'il y ait des réunions pluridisciplinaires, que les cadres et les médecins travaillent en binôme ensemble avec la participation de l'équipe pour toutes les décisions, que ce soit au niveau des patients ou d'autres choses d'organisation. Et Laurence Léniel, alors vous êtes présidente de l'Association française des directeurs de soins. Quel est votre regard en tant que directeur de soins par rapport à ce qu'elle vient de dire? Et vous, comment vous la voyez, la situation? Alors, peut-être que je rappellerai à Dominique juste qu'elle a oublié. Il y a quelque chose quand on parle de sur quoi le cadre peut se reposer. Il peut quand même se reposer sur le cadre supérieur de santé. C'est ce que je me et dis. sur le directeur des soins. Alors, la ligne managériale, je ne vais pas être angélique, la ligne managériale paramédicale, elle a une force différente en fonction des établissements de santé. C'est d'ailleurs quelque chose que Dominique et moi, on met en avant. C'est cette volonté
de renforcer cette ligne managériale avec une fluidité tout au long de la ligne managériale. Et ça, c'est une vraie force, tout comme ça l'est sur le plan médical. Quand une équipe médicale, avec les chefs de service, le chef de pôle, le président de CME, ont une relation qui est fluide et assez souple, forcément, l'impact sur les équipes médicales sont, comme pour les équipes paramédicales, dans le sens de la ligne managériale paramédicale, beaucoup plus facile pour pouvoir affronter des situations inhabituelles ou des désorganisations ponctuelles ou même des désorganisations un peu plus permanentes sur lesquelles il faut poser des analyses diagnostiques. Donc je pense que voilà, c'était juste. Après, sur le regard que je pose, pareil, il ne sera pas angélique, mais pas négatif complètement non plus. Je pense que les professionnels de santé, alors je parle pour les paramédicaux parce que je ne connais pas bien sûr les équipes médicales dans leur intrinsèque identité, mais dans les équipes paramédicales, aujourd'hui, quand on rencontre des professionnels, infirmiers, rééducateurs, aides-soignants, ils choisissent ce métier avec une véritable envie de le mettre en œuvre. Et très souvent, la plupart d'entre eux conduisent un parcours professionnel dans lequel ils s'épanouissent. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas regarder ceux qui ne s'épanouissent pas et qui vont pas bien dans un système qui peut être inadapté ou brutal à d'autres moments. Les cadres de santé, pour moi, je pense que, alors je me sens extrêmement responsable, tout comme je pense Dominique, mais moi en tant que directeur des soins et avec les collègues de l'Association française des directeurs des soins, c'est une préoccupation de faire en sorte que les managers de santé soient les plus équilibrés possibles. Et je trouve que le terme dit bien ce qu'on veut, c'est qu'ils soient à la fois exerçant, heureux d'exercer, j'allais hésiter d'utiliser le terme, mais pourquoi pas finalement, heureux d'exercer dans leur exercice professionnel et heureux de pouvoir vivre une vie privée qui leur convient parce qu'elle s'équilibre bien avec leur vie professionnelle. Donc notre préoccupation, c'est ça. On n'y arrive pas toujours parce que le contexte n'est pas toujours aussi simple que ça à ajuster tout le temps. Mais je pense qu'il y a des moyens, en tous les cas, de donner des socles pour que ça s'ancre mieux. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je me tourne vers vous, Camille Pfeffer. Quel est le constat des enquêtes que vous avez pu faire de ce qui se passe sur le terrain, de la souffrance qu'il peut y avoir chez les soignants et de la façon dont elle est gérée par les cadres de santé, puis de la souffrance aussi qu'il y a chez les cadres et les managers, même les directeurs de soins? Merci beaucoup. Donc effectivement, alors je vais juste me permettre de parler aussi du niveau et comment est-ce que je perçois ce constat. Donc moi aujourd'hui je suis maître de conférence dans une université effectivement à l'IFROS, qui est l'Institut de formation et de recherche sur les organisations sanitaires et sociales. C'est un institut qui forme en grande partie, une grande partie de sa formation est en formation continue. À peu près 80% des profils des étudiants et auditeurs sont de la formation continue. Donc, dans notre quotidien d'enseignants-chercheurs, on est confronté à des situations très opérationnelles que les managers de proximité, cadres sup, directeurs d'établissement amènent avec eux lors des formations. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple ? Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est finalement comment est-ce que moi, au-delà des enquêtes il y a notamment le baromètre qui est fait avec l'ANSIM, qui donne des informations aussi, il y a des enquêtes sur la santé, etc. Moi, je pars aussi de ce constat de qu'est-ce que les auditeurs amènent pendant ces séminaires de formation. Et finalement, on repart de situations très concrètes du terrain qui sont parfois comment est-ce que je gère déjà l'absence.
Et derrière l'absence, c'est à quoi est due cette absence. Cette absence, elle est due à un turnover, elle est due à des difficultés dans le travail, elle est due à des difficultés à trouver du sens, à attirer, etc. Et en fait, derrière tous ces sujets qui sont l'attractivité, la fidélisation, l'absentéisme, etc., il y a des éléments qui émanent sur la question de la santé des soignants. Et on discute, on évoque, on aborde en formation, en fait, différentes leviers qui peuvent pas forcément jouer directement sur la santé des soignants, mais jouer sur la santé organisationnelle. Et ça, c'est peut-être un des points finalement que moi j'aimerais soulever, c'est qu'aujourd'hui, la question, en fait, le thème qui est manager la santé des soignants, elle questionne parce que ça voudrait dire manager, c'est gérer de manière efficace et performante. Ça voudrait dire qu'on pourrait être sur la santé des soignants pour une performance organisationnelle aussi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est quand on se renseigne sur ce que c'est la santé au travail. La santé au travail, c'est un bien-être total qui ne se qualifie pas que par l'absence de maladie. Et donc, finalement, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de manager la santé et quelles sont les responsabilités, qu'est-ce qu'il devrait y avoir comme compétences, peut-on agir directement là-dessus? Et donc, ce sont ces questions-là, et à travers des situations opérationnelles que l'on voit et avec lesquelles les cadres, finalement, arrivent en formation et qu'on essaye d'aborder différents, en espérant jouer à terme sur la santé des soignants. Mais alors justement, si on en parlait de ces situations dont vous parlez, est-ce que vous pouvez nous illustrer par un ou deux exemples qui doivent être assez récurrents, à mon avis? En fait, alors un ou deux exemples, effectivement, un cadre qui arrive et qui explique qu'il y a du turnover et il n'arrive pas à remplacer, il rappelle les équipes, on va sur de l'épuisement professionnel, on est sur des questions de santé au travail. Quand on est sur des questions aussi de sous-staffing, de ne pas être disponible à l'écoute du patient et d'avoir les réactions des patients et ne pas savoir comment gérer, et dans des situations, ça a été l'objet d'autres tables rondes sur de la violence, comment est-ce qu'on fait face à ça? C'est aussi la responsabilité du management, de l'établissement sur la question, et ça fait partie des éléments de santé. Donc ce sont des situations qui sont abordées et qui touchent le soignant directement, qui est confronté à cette situation-là, mais finalement toute la ligne managériale de manière plus ou moins directe, parce que le cadre est directement confronté à cette situation, il doit savoir gérer, et puis c'est répercuté aussi sur un sentiment global dans l'environnement. Alors, justement, à la base, qu'est-ce qui, d'après vous, parce que là, ce qu'on entend, c'est qu'en fait, effectivement, le moral agit quand même sur la santé physique. Quand il y a manque de personnel, pénurie ou des états de burn-out, c'est la conjugaison, vous allez sans doute pas me contredire, de plusieurs choses. C'est-à-dire trop de travail en soi, mais également peut-être une ambiance qui est un peu délétère ou un sentiment de non-sens. Comment vous interprétez ça ou comment vous palliez à ça par exemple, Dominique Combarnous? D'abord, est-ce qu'il vous arrive d'être confronté à ce type de situation avec des soignants dans vos équipes? Alors, pour tout dire, pour tout le monde, je suis à la retraite depuis 3 ans, donc j'ai pas de situation très récente, mais globalement, je pense qu'un soignant heureux, ça fait un patient heureux aussi. Et que du coup, ne serait-ce qu'un sourire au patient, ça suffit aussi pour être valorisant même pour le soignant, parce que globalement, le patient est heureux et content. Et voilà. Après, moi, je parlerais plutôt de viser le cap d'un cercle vertueux de l'organisation pour manager la santé des soignants. Ça repose sur un enchaînement d'actions qui peuvent être positifs et qui renforcent, qui se renforcent mutuellement. Précisez, par exemple. Voilà. Par exemple, des conditions de travail optimisées qui, du coup, engendrent une satisfaction du patient, des professionnels, qui engendre derrière une satisfaction du patient. Et puis, c'est un cercle vertueux, comme ça, voilà. Oui, mais plus encore, c'est quoi
des conditions de travail optimisées, ça serait quoi? À part, bon, alors, mettons, effectivement, il y a le nombre de, Il y a les conditions, de soignants, le ratio, il un y a les ratio conditions correct. de travail, hein, Bien les sûr. conditions de travail, pas spécialement les ratios. Bon, effectivement, ça peut aider, mais c'est les conditions Les de travail horaires. également. Les horaires, le rythme, etc. Pour compléter, Oui, Laurence, pour Léniel. compléter ce que dit Dominique, moi je verrais peut-être trois dimensions pour repérer ce qui peut être sujet à difficulté qui va peut-être engendrer des difficultés de santé. Et en l'occurrence, pour nous, les managers, il me semble qu'il y a trois dimensions à regarder. D'abord, la dimension du professionnel lui-même, parce que les soignants ne sont pas forcément les premières personnes à s'intéresser à leur propre santé. Et donc, nous avons une responsabilité collective, les managers, de leur faire s'intéresser à leur santé, qu'ils puissent repérer chez eux quand ils ne vont pas bien, ce qui ne va pas bien, et surtout d'avoir le droit de le dire. Voilà. Donc je pense que de pouvoir permettre cette communication, ça me semble essentiel. Alors ça peut être au travers de rencontres individuelles, y compris à tous les niveaux hiérarchiques, j'ai envie de dire, que ce soit avec l'équipe de soins, que ce soit le cadre avec le cadre sup avec le directeur des soins. On retrouve ce besoin de communication et j'allais dire d'un sens managérial qui est commun à tout le monde et qui permet du coup aux professionnels de s'autoriser à. Ça me semble essentiel. Et ça passe par une bonne connaissance de ces équipes. Je pense une bonne connaissance. Oui. Ça passe surtout par l'espace qu'on donne à l'expression, de mon point de vue. Parce qu'on n'est pas obligé de rentrer dans la connaissance individuelle des personnes. Nous, notre rôle, c'est de connaître leurs compétences professionnelles et d'avoir une sensibilité à leur réaction, mais surtout de leur donner la possibilité de dire. Et ça c'est fondamental quand on fait du management. Donc oui, c'est surtout voilà, donner cet espace de connaissance et puis apporter des outils aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des outils techniques. Là, je vais vous donner un exemple. Par l'intermédiaire d'une cadre de santé, a été créé au centre hospitalier universitaire d'Angers où je travaille, un outil qui s'appelle le cadromètre, qui permet aux cadres, chaque semaine, d'évaluer seul. C'est un travail personnel, d'évaluer son bien-être au travail. Et par contre, il y a des plans d'action dans lesquels il peut tirer des éléments et qu'il peut choisir pour peut-être améliorer son bien-être au travail pour la semaine prochaine. Et je pense que cette innovation-là, il faut la poursuivre parce qu'il n'y a rien de mieux que les professionnels eux-mêmes que de dire ce qu'ils aimeraient pour aller mieux. Et je dirais avec un niveau au-dessus, et je la croise du regard, donc je n'hésite pas à le dire, les politiques de prévention qui sont mises en place dans les établissements sont aussi fondamentales. Et en l'occurrence, moi j'ai la chance d'exercer dans un établissement où une de mes collègues pilote la politique de santé publique et la politique forcément de santé des professionnels au travail rentre à l'intérieur. Et cet accès au sport, le midi ou à des zones où c'est possible dans son temps de travail, ou la possibilité d'aller jardiner à un moment dans un endroit de l'hôpital qui a été réservé à cet effet, ou la possibilité d'avoir des temps de relaxation à d'autres endroits. Est-ce que ça existe fait partie beaucoup, de la ça politique. Ça se développe de plus en plus. Voilà, c'est vraiment... Alors, d'abord... Parce que je connais des exemples comme ça, mais est-ce que c'est pas juste une vitrine? Parce que dans le Non, je crois pas. Je crois que c'est une vraiment tendance à se développer là en ce moment. D'abord, je pense sincèrement qu'il y a une prise de conscience de peut-être le post-Covid qui a amené ça, mais il y a une prise de conscience de l'ensemble des gouvernants au sens large du terme, que ce soit sur un plan politique national ou politique territoriale ou politique locale. Et puis c'est quelque chose qui touche tous les professionnels, que ce soit les médicaux, que ce soit les paramédicaux, que ce soit les administratifs ou les agents logistiques. Ça touche tout le monde d'avoir envie de se sentir bien au travail. Et forcément,
il y a quelque chose du coup qui se met en œuvre petit à petit, mais de plus en plus dans tous les établissements de santé. J'avais envie de vous poser une question à toutes les deux pour rebondir sur ce qu'a dit Camille Pfeffer. Elle dit par exemple qu'elle, dans ce qu'elle voit revenir vers elle comme témoignage, c'est que par exemple l'absentéisme, c'est un indicateur de quelque chose. Mais vous, quels sont vos indicateurs, mis à part l'absentéisme dont on sait que c'est un indicateur, quel type d'indicateur vous avez? Est-ce qu'il y a des petites choses qui trottent dans votre tête? Est-ce qu'il y a des premiers symptômes d'une équipe de soignants qui va moins bien ou d'un soignant qui va moins bien? Quel type de symptômes? Qu'est-ce qu'il faudrait repérer? Alors très souvent, alors moi c'est ce que je fais personnellement avec les cadres supérieurs de santé, les cadres de santé, mais c'est peut-être un sujet qu'on pourra évoquer à la FDS, c'est quels seraient nos indicateurs collectifs que l'on pourrait mettre en place. Je trouve que c'est effectivement une excellente question parce qu'aujourd'hui on le fait un peu au feeling ou à l'expérience, vous avez raison. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus. Et sans doute qu'un des critères majeurs, c'est souvent quand on rencontre un cadre, c'est lui demander simplement comment allez-vous, comment va votre équipe. Et les premières réponses sont souvent évocateurs de quelque chose qu'il faut aller creuser. Un cadre qui dit c'est tendu, voilà, ça peut être une réponse assez facile. C'est tendu, ça vaut le coup d'aller voir, c'est tendu, qu'est-ce qui tend? Est-ce que c'est l'organisation? Parce que je suis d'accord, ça peut être l'organisation. Est-ce que c'est les relations interpersonnelles, la non-convergence des organisations médicales et paramédicales, qui sont aussi extrêmement porteuses de charge mentale pour les professionnels. Donc, on connaît des indicateurs comme ça. Après, une fois qu'on a, j'allais dire, un fait saillant, il faut aller creuser derrière. Merci. Alors, Camille Pfeffer, quels seraient pour vous aussi les indicateurs? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment vous voyez les choses? Alors, j'aimerais rebondir juste sur la question de la QVCT. Est-ce que c'est alors donc... qualité de vie et conditions de travail, et sur le fait que est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe et qui a du sens, ou est-ce que ce n'est que vitrine? Très concrètement, quand des mesures de QVCT sont mises en place, si ce n'est que pour faire paillettes, ça n'a pas d'effet. C'est-à-dire qu'on peut vouloir attirer des professionnels, se rendre rendre les conditions de travail séduisantes en mettant un temps de massage, du yoga ou des choses comme ça. Si dans les faits, l'organisation telle qu'elle est pensée ne donne pas la place, ou que ça a été évoqué dans une précédente table ronde, la culture n'est pas à ça et que ce n'est pas incarné, finalement ce sont des mesures qui restent lettres mortes dans le dispositif et qui n'ont pas d'effet, et on dira finalement ça n'a aucun effet, c'est pas ce que les professionnels veulent. C'est pas tout à fait ça. C'est la question entre le dispositif que l'on met en place et le discours qu'on associe. Est-ce qu'il y a un écho et un alignement, ou est-ce que l'on est sur quelque chose qui est juste effectivement de la paillette, quoi. Donc ça, c'est une des premières choses que j'évoque effectivement quand on. C'est sûr. Comment on diagnostique ça justement? Alors, je pense que c'est pas tant des dispositifs qui existent mais auxquels les gens ne participent pas parce qu'il n'y a pas le temps de le faire. Parce que quand on a des horaires, que ce soit en 8 heures ou en 12 heures, mais que les activités ne sont pas au moment où c'est opportun, ou qu'à un moment, quand on a fait 12 heures, on a envie de rentrer chez soi, et qu'effectivement, on n'a pas forcément envie de rester dans l'établissement pour le faire. Est-ce que si c'est en 12 heures, est-ce qu'on arrive à intégrer ça dans un temps de pause méridien qui a du sens et qu'on arrive à organiser l'activité autour de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui se concentre sur certains postes ou métiers, ou est-ce que c'est un dispositif plus global? Moi, j'ai eu l'occasion de faire intervenir dans des formations des témoignages, et effectivement, à quel point c'est pensé. Une des personnes expliquait que les mesures qui ont été mises dans des démarches de QVCT n'ont pas été faites que vis-à-vis du patient, du professionnel. Elles ont été pensées vis-à-vis aussi du projet de soins. Et donc, il y a du sens à lier, par exemple,
exemple, développer des formations en aromathérapie qui donnent, en fait, effectivement, sont des choses qui sont développées. En fait, ça a été aussi de repenser le plan de formation autour d'activités, enfin de formations qui sont proposées aux professionnels vis-à-vis de l'activité de soins, mais sur des choses qui peuvent aussi mobiliser dans leur vie personnelle. Et donc, c'est aussi arriver à travailler sur ces liens-là. Et finalement, derrière la question de manager la santé, je pense que c'est surtout la question de manager l'humain. Revenir à cette question de manager l'humain versus manager l'activité. Et derrière ça aussi, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour les cadres à tous les niveaux pour être dans un management de l'humain. Et ça, c'est aussi des choses qui peut-être changent aujourd'hui et évoluent. C'est comment est-ce qu'on outille aujourd'hui, en termes de compétences managériales, les professionnels encadrants à être capable d'identifier au feeling, de pouvoir se doter d'outils pour pouvoir ressentir des choses, de pouvoir objectiver des situations, de pouvoir, c'était évoqué tout à l'heure, quand il y a des événements qui remontent, qui sont des situations de tension dans les équipes et que c'est déjà remonté, c'est que finalement, il y a eu une difficulté à gérer une situation complexe, mais parce que souvent, il n'y a pas eu la formation aussi à gérer ça et à pouvoir le détecter et à pouvoir l'accompagner en amont. Souvent aussi, il y a des ressources dans l'équipe, les uns qui ont des formations en sophrologie, en aromathérapie, etc. Et les uns soignent les autres, si je puis dire. Ça, c'est important aussi. Mais ce qui est aussi important, c'est de donner de l'oxygène et du temps aux soignants. Peut-être dans des maquettes de planning, on l'avait déjà évoqué ensemble, en se disant une fois par mois, on a le droit à une journée pour faire de la recherche, pour faire un projet d'établissement, pour faire un projet de service, mais que ça ne soit pas pris sur son temps de repos ou son temps... voilà. Oui, effectivement, c'est une question qui revient souvent justement pour les infirmiers qui se consacrent à la recherche, c'est de pouvoir gérer ça en même temps que leurs activités. Et comme c'est un domaine qui, pour les personnes qui s'y intéressent, les passionne, c'est vrai que c'est une ouverture. Mais alors donc, au commencement, il y a peut-être le planning alors, quelque part. Alors, je ne sais pas si c'est au commencement, mais ça fait partie en tous les cas. Et c'est vrai que donner des rythmes de travail, ça c'est dans la dimension managériale que l'on a, donner des rythmes de travail qui permettent le plus possible d'allier une vie professionnelle avec une vie privée. Il ne faut pas oublier qu'on a une mission de soins et une continuité de la prise en charge du patient. Donc, il ne faut quand même pas l'oublier non plus. Donc, il nous faut allier effectivement ce dilemme de prendre en charge un patient qui a besoin des compétences soignantes, en même temps qu'on a besoin d'avoir des professionnels qui soient le plus compétents possible au travail, parce que le plus disponible quand ils sont au travail et en dehors des formations qu'on va leur apporter. Donc effectivement, aujourd'hui, moi je le dis souvent quand je rencontre nos gouvernants, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des blocages quand on veut mixer un certain nombre d'horaires qui permettraient beaucoup plus de souplesse. C'est qu'on a, en tous les cas dans la fonction publique hospitalière, on a des règles de gestion du temps de travail qui sont extrêmement enfermantes ou contraignantes. Et il n'est pas toujours facile de mixer un certain nombre d'horaires pour respecter les règles existantes aujourd'hui. Donc on trouve des moyens, on tire des bords pour essayer d'atteindre le cap qui est le nôtre, mais un peu de souplesse dans les règles de la fonction publique hospitalière par rapport à la gestion du temps de travail serait certainement une vraie aide pour aujourd'hui adapter les organisations de travail aux besoins des soignants, tout en gardant bien sûr des règles pour éviter aussi
le grand n'importe quoi du rythme professionnel. Mais ça, c'est pour moi quelque chose que je redis régulièrement. Et aujourd'hui, on a vu une de nos collègues au matinal de l'adresse et de la FDS qui nous présentait à Rennes une organisation du travail où les soignants ont choisi les horaires dans lesquels ils pouvaient travailler avec du mixage d'horaires, 10h, 7h30, 12h, 10h. Bon, c'est pas toujours facile à faire passer, c'est un vrai challenge et un beau défi d'avoir pu le faire, par exemple. Maintenant, il faudra évaluer. Est-ce que l'impact est celui qu'on attend? Mais vous voyez, on est aussi dans les prémices de ces réflexions, donc il faut expérimenter, tout à fait. Alors moi, j'ai une autre question à vous poser, c'est y a-t-il eu un apport quand même de la période Covid sur ces choses-là? Parce que, alors, évidemment, la période Covid était une période de très grande tension, mais en même temps, justement, c'est dans les périodes de crise, et c'est ce qu'on sait aujourd'hui sur certains points, qu'on peut développer parfois une créativité pour faire avancer les choses. Il y a ça, et puis qui rejoint cette question, est-ce que tout ce qui est démarche de cohésion d'équipe, c'est pas aussi un ferment intéressant pour tenir la santé des soignants? Oui, bien sûr. Je pense que je reste un petit peu réservée par rapport à l'apprentissage de la période Covid, parce que tout le monde a dit que l'après serait différent. Je crois pas trop, quoi. Les résultats sont mitigés. Je ne vois pas trop. Je sais pas. Voilà. C'était un bel élan. Je parle des initiatives. Je pense en revanche que ça a le mérite d'avoir fait bouger les lignes sur le plan de la réflexivité et sur le plan de la qualité de vie au travail, du respect des rythmes vie privée, vie professionnelle, et que dans cette interrogation, les professionnels encadrants, médicaux comme paramédicaux, se bougent. Et donc, les projets managériaux qui n'existaient pas voient le jour, des réflexions individuelles ou collectives dans les managements de services ou dans les managements d'établissements prennent plus corps. Ouais, c'est cette cohérence dans la politique institutionnelle qui doit descendre jusqu'à la mise en œuvre. Enfin, moi, je la partage complètement. C'est ce qu'il faut mettre en place. Et aujourd'hui, il y a quand même plus de fils conducteurs communs qui s'initient. Donc, je dirais que ça, même si on n'est pas encore au bout de l'affaire, et que la formation est fondamentale, que la formation des managers est fondamentale, que le pilotage et la cohérence et l'alignement dans le pilotage, comme vous le disiez tout à l'heure, je partage complètement votre point de vue. Pour autant, ça bouge et on voit se mettre en place des vraies organisations et des partages d'expériences dont on peut se servir pour faire avancer les siens. Moi, pour rebondir sur ce sujet, alors pareil, pour la question avant, après Covid, je pense qu'il y a beaucoup de variables qui sont discutables et discutées. Ce que par contre, je pense qui ressort de la période Covid, c'est l'objectif commun. Le fait que sur une période qui a été plus ou moins dense selon ce qu'on considère comme la période Covid, mais il y avait une cible, un objectif, un driver du collectif. Et l'activité était aussi pensée par rapport à ça. Et je pense que pour beaucoup d'organisations, il a fallu réexister après, une fois la normalisation de la Covid dans la vie. En fait, comment est-ce qu'on retrouve quelque chose qui a été une force de motivation sur cette période-là, et comment est-ce que dans les organisations, on retrouve des éléments qui donnent du sens, en fait, qui donnent un objectif. Enfin, je l'entendais tout à l'heure, je crois que c'était en plénière là-bas, qui n'aime pas seulement l'objectif à atteindre, mais l'objectif comme quelque chose qui donne une ligne, qui donne une direction, qui donne un projet. Et c'est vrai que moi, quand je travaille sur les formations, sur des thématiques RH, de management, etc., je reviens beaucoup sur la question du cadre, avec les cadres, mais est-ce que ne serait-ce que décliner le projet d'établissement en un projet de service, c'est quelque chose que vous avez fait.
qu'est-ce qui, pour l'équipe, est, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ce projet d'établissement du point de vue de l'équipe et du service tel que vous pilotez. Et donc ça, c'est un premier élément sur lequel j'insiste, justement parce que je pense que de cette période-là, il en est ressorti qu'il y a besoin d'avoir ces objectifs communs et pas uniquement un objectif qui nous est donné par le haut et qu'on doit suivre, mais un objectif qui s'incarne tout au long de la ligne, en fait même pas de la ligne managériale, mais de la ligne de l'activité des établissements, mais dans les organisations d'entreprise, c'est la même chose. Donc c'est à quoi on contribue, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin ou qu'on vient le soir tard, pourquoi est-ce qu'on fait vivre cette activité-là en parallèle de nos vies personnelles. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut aussi travailler avant de travailler directement sur la question de la santé. Oui, alors, je me tourne vers vous, manager. Comment est-ce qu'on contribue à donner du sens au travail dans une équipe ? Comment est-ce qu'on peut y contribuer ? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi ? Comment vous communiquez ? Non, à contribuer, pas pour vous. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi pour vos équipes, savoir comment transmettre ça, etc. On va répondre toutes les deux. Comment donner des chances ? Heureusement, il faut vraiment qu'on donne du sens parce que sinon ça va être compliqué. Après, je vais reprendre le projet d'établissement. C'est vrai quand il est décliné au niveau de l'unité et après il faut y donner du sens auprès des professionnels en disant, par exemple, on va faire un protocole d'ESCAR. Alors pourquoi on fait un protocole d'ESCAR ? C'est parce que aussi quelque part on a besoin d'avoir de la qualité, mais on a besoin aussi de faire peut-être des économies sur un tel et tel pansement. Peut-être qu'on peut optimiser, etc. Et ça se rattache à un objectif plus de l'unité, et après quelque chose qui se rattache plus à un projet d'établissement et décliner tous les projets d'établissement au niveau des soins. C'est compliqué, mais c'est ce qui donne du sens, en fait. Oui, je partage ton point de vue. Pour compléter, je dirais qu'on ne peut être dans nos fonctions de manager. Quand on choisit d'être infirmier, par exemple, parce que les directeurs des soins, en l'occurrence, ont tous été paramédicaux ayant exercé au préalable. Donc on peut dire que quand on a choisi d'être infirmier, au démarrage, c'est soit pour apprendre la compétence technique, parce que la compétence technique nous plaisait, soit parce qu'on avait envie de relations interpersonnelles humaines, soit parce qu'on avait envie des deux. Enfin, tout se combine, il n'y a pas de vraie raison. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il me semble-t-il, dans toutes les personnes qui travaillent au sein du milieu de la santé, ce sont des personnes qui ont un sens aigu de l'humanité. Un sens de la relation interpersonnelle et l'envie de travailler en équipe. Je dirais que c'est sans doute, alors il y en a peut-être d'autres, mais moi c'est ceux que je vois, c'est sans doute des éléments forts du fait d'avoir envie de travailler dans un établissement de santé. Sinon on peut faire infirmière libérale et on travaille seul et du coup, vous voyez, ça n'empêche pas mais dans un établissement de santé, sans doute qu'il y a ça. Et le rôle en fait du manager, c'est qu'il y ait cette cohérence et cet alignement autour de ces valeurs fortes. Donc, pour les avoir, pour les reconnaître au sein des individus de chaque équipe, eh bien, encore une fois, on a les réunions de service, la participation et le fait de laisser place à l'expérimentation ou à l'expérience que mettent en place les équipes au travers de groupes de travail. Donc là, on va sentir ce qui les anime, ce qui en anime plus les uns que les autres. Et puis, donc, on va donner du sens commun au groupe collectif. Il y a à la fois un management individuel et à la fois un management collectif. Et donc, ça donne du sens. Et puis, il ne faut pas oublier la mission de soins pour laquelle on est. On est là, et moi, je n'oublierai jamais, et je le dis régulièrement, si demain je suis prise en charge dans cet établissement ou qu'un membre de ma famille que j'aime est pris en charge dans cet établissement et je ne me situe plus en tant que soignant, est-ce qu'on a tout fait pour que
ce qui lui sera apporté répondra à son besoin en soins, que ce soit sur un plan psychologique ou sur un plan du soin par rapport à son niveau de dépendance. Donc la mission de soins qui est commune à tous, c'est quand même celle-là. Et celle-là, elle donne un fil conducteur à tout le monde. Après, ça n'empêche pas de faire attention aux identités d'équipe, aux identités individuelles. Et c'est tout ça qui va contribuer à un équilibre pour la santé des soignants, me semble-t-il. Oui, alors je rebondirai sur ce que vous disiez et puis sur ce qui était dit tout à l'heure, sur les actions menées au sein des établissements pour justement apporter des respirations aux soignants. De ce que j'entends, en tout cas, des témoignages, c'est qu'il semble quand c'est un soignant de l'équipe ou du service qui s'investit pour les autres, comme on disait, ceux qui ont une formation de sophrologie, ça a peut-être plus d'impact encore parce que ça joue à la fois sur la cohésion de l'équipe et en même temps un service proposé à l'individu, non ? Je pense que ce serait à mesurer. Aujourd'hui, je ne sais pas. Pour le coup, je me tourne vers l'universitaire. Oui. Je pense que ce serait effectivement à mesurer sur la question d'engagement ou ce genre de points. Peut-être le point qui, moi, aujourd'hui me questionne plus, c'est jusqu'à quand peut-on compter aussi sur l'engagement oui, jusqu'à quel niveau en fait et vis-à-vis de qui et voilà, c'est peut-être plus aussi cet élément-là parce que c'est vrai que par exemple contribuer sur du temps en plus à revenir sur des réunions. J'ai un exemple d'un travail de mémoire d'auditeurs qui travaillent sur la communication jour-nuit. Et sur la présence du cadre qui manage une unité en continuité, mais qui n'est présente que le jour. Donc, en fait, sur toutes ces questions-là d'organisation, et comment est-ce on peut entendre, on peut percevoir des choses sur les équipes de nuit quand on n'est pas là non plus, donc sur les questions de soutien psychologique aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on peut demander aux équipes pour pouvoir faire le tuilage si l'organisation elle-même n'est pas pensée pour permettre ce tuilage. C'est-à-dire que si finalement la rotation elle est de telle heure qu'il n'y a qu'un quart d'heure pour faire le relève, est-ce qu'on peut toujours compter sur l'engagement de ceux qui étaient là la nuit ou de ceux qui viennent pour pouvoir faire ce petit plus pour la mission? Et d'un autre côté, jusqu'où en fait on peut aller? Et je pense qu'il y a effectivement, ce sont des métiers qui sont portés par cette dimension-là. Et comment est-ce que l'on le fait vivre dans le temps pour trouver l'équilibre? Il y a une question malgré tout d'équilibre qui ressort peut-être justement encore plus post-Covid, même si je pense qu'on est quasiment 5 ans après et que voilà, il y a une forme de retour. Mais aujourd'hui, c'est la question de l'engagement, mais parce qu'il y a aussi beaucoup plus de médias, beaucoup plus d'informations sur les questions d'équilibre, etc. Par rapport à ça, auxquels les professionnels sont à l'écoute aussi. Alors, je vais revenir à des choses plus pragmatiques. Est-ce que sont mis en... Parce que les cordonniers étant souvent les plus mal chaussés, est-ce que la santé des soignants, alors qu'elle soit psychologique, on en a parlé, mentale ou physique, est suffisamment, entre guillemets, surveillée, suivie? Est-ce qu'il y a des points de contrôle à différents moments de l'année ou je ne sais pas, de la carrière? Enfin, en tout cas, est-ce que d'après vous, ça ne manque pas ces points justement de contrôle que la santé physique et mentale va bien? Alors, je ne répondrai pas sur comment est-ce que c'est piloté au niveau de la santé, de la médecine du travail, parce qu'en fonction des organisations, de la disponibilité, des disponibilités de la médecine du travail, etc., je reviendrai plus sur le lien avec la question du management. Parce que finalement, quand on parle de manager la santé des soignants, c'est aussi se dire qui manage ça, qui revient cette responsabilité du management de la santé. Il y a un point sur lequel j'attire régulièrement l'attention, c'est malgré tout, comme vous le disiez, les temps d'échange, le besoin de feedback, et il y a des temps, le besoin de feedback il est régulier, c'est-à-dire que le besoin de feedback il ne doit pas être uniquement quand ça ne va pas. Il y avait une personne qui parlait justement quand il faut faire des points sur quand ça va et quand ça ne va pas, mais aussi quand ça va, qu'on n'entende pas que ça ne va pas.
et en particulier les temps de discussion un peu plus formels comme les temps d'entretien annuels, les temps d'entretien ou de réunion d'équipe. Il y a eu les questions des espaces de discussion, enfin tous ces temps qui permettent d'avoir du feedback dans les deux sens. C'est-à-dire pas uniquement un feedback qui soit descendant, mais aussi un temps d'échange ascendant, d'être dans une culture qui permet cet élément ascendant. Et effectivement, l'entretien annuel est d'un point de vue managérial, j'entends, c'est souvent vécu comme une contrainte, mais moi j'invite régulièrement à re-questionner ce temps-là aussi comme une opportunité de rencontre et d'échange pour pas questionner directement la santé, mais pour questionner finalement comment est-ce que le professionnel se sent dans son activité, à travers des éléments très objectifs, de réalisation de l'activité du travail, de compétences détenues, de besoins de formation, etc., pour pouvoir développer cette capacité à identifier des messages, des indicateurs qui peuvent donner des informations sur la santé. Mais est-ce que l'entretien annuel suffit, Laurence Léniel? Alors, je voulais rebondir sur le rapport de la santé des professionnels. Il montre bien quand même que sur le plan du pilotage général, il faut sans doute le renforcer à certains niveaux, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Donc là, on s'aperçoit quand même que oui, le pilotage, il existe dans tous les établissements. C'est réglementaire, les choses sont mises en œuvre. Plus ou moins bien, on ne sait pas trop parce que l'évaluation, elle n'est pas non plus faite. On évalue surtout la santé des professionnels aujourd'hui et c'est ça qui montre que sans doute il y a un trou dans la raquette quelque part, quoi. Voilà. Et donc oui, je pense qu'il y a... Moi, je partage complètement le point de vue sur le management. Et pour autant, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait aussi à côté, là, vraiment sur une cible accompagnement de la santé des professionnels, il faut qu'il y ait des éléments structurants, et plus structurants encore que ce qui existe aujourd'hui, pour aider le professionnel à s'inclure lui-même. Encore une fois, j'y tiens beaucoup parce qu'en fait, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de comportements à risque en tous les cas, dans les résultats du rapport. Il y a beaucoup de comportements à risque et on a tous, en tant que manager, accompagné des professionnels qui ont eu des comportements à risque pour eux-mêmes, quels que soient les risques, que ce soit des risques d'addiction, que ce soit des risques suicidaires, que ce soit des... Voilà. Donc, ça veut dire quand même que cette partie-là, il faut bien qu'elle soit un peu professionnalisée quand même. Il faut qu'on sache qui on peut alerter, quelles procédures on peut mettre en place quand on repère un professionnel qui est en difficulté ou pour lequel on sent qu'il a des comportements à risque. Et vous trouvez que vous manquez quand même de suffisamment d'outils, qu'il pourrait y en avoir d'autres, de recours et d'outils? Oui, sans doute. Je pense que ça se structure de mieux en mieux, ça continue à se structurer. Mais aujourd'hui, c'est encore quelque chose qu'il faut structurer. Et le rapport sur la santé des soignants le montre bien. Et je pense qu'il a permis à tout le monde d'en prendre conscience, encore plus conscience. Et peut-être d'être plus attentif, justement, notamment à ces comportements à risque qui sont quand même extrêmement présents. Et en plus, à l'hôpital particulièrement, on peut avoir des comportements à risque addictifs parce que on a un panel quand même qui nous permet de l'avoir. Donc en fait, voilà, peut-être qu'on avait tous collectivement un peu fait la politique de l'autruche sur cette partie-là et qu'aujourd'hui, il faut lever la tête et la regarder et se dire, c'est pas le tout de regarder comment on y va, quoi. Et là, on a besoin d'outils. Et de campagnes peut-être d'information et peut-être aussi de la formation un peu plus poussée pour sensibiliser les soignants à leur propre santé, peut-être? Alors moi ça fait partie, pour moi, il y a les trois dimensions. Il y a la partie soignant, il y a la partie managériale et il y a la partie formation. Pour moi, elle est fondamentale. Formation initiale et formation continue. C'est-à-dire qu'en formation initiale, qu'est-ce que les étudiants en soins infirmiers, qu'est-ce que les élèves aides-soignants, qu'est-ce que les étudiants rééducateurs ou manip radio ont comme ouverture sur
le repérage des comportements à risque, ce qu'ils induisent, comment on peut, quelles portes on peut ouvrir, quels sont les assos qui existent. Voilà. Ben, je pense qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore au mieux de ce qu'on pourrait faire, on va dire, même s'il y a des choses qui se font. Et c'est vrai en formation continue pour les professionnels. Est-ce qu'on a ouvert des formations sur la santé des professionnels, voilà, savoir ce qui existe sur le plan territorial, sur l'accompagnement des conduites addictives alcooliques ou cannabis ou drogue, ou voilà. Je pense qu'on est encore très... il y a encore beaucoup d'omerta autour de ça. Donc voilà, petit à petit, ça va s'ouvrir, mais la formation, c'est fondamental parce que plus on est initié tôt, et donc moins c'est un problème d'en parler. Donc voilà, la formation est fondamentale. On est à l'étape de l'information, en fait, puisque apparemment des enquêtes ont commencé à être faites ces dernières années, mais donc il manque tout ce pan de sensibilisation et de formation, effectivement. Formation également des cadres sur le repérage de ça. C'est ce dont on... Oui, effectivement, ça c'est un des sujets sur la question de la formation continue et donc le développement des compétences quand on évolue sur des fonctions managériales. Comment est-ce que, au-delà de la question du pilotage de l'activité, on développe des compétences sur le pilotage de l'humain et qu'est-ce que ça veut dire d'être capable de repérer, mais aussi des éléments de santé des professionnels. Comment est-ce que on adresse ce sujet-là à un collaborateur ? Comment est-ce que quand on perçoit quelque chose, comment est-ce qu'en tant que cadre, on est outillé pour pouvoir l'adresser, l'évoquer sur des comportements à risque, d'addiction. Si c'est uniquement sur le domaine personnel que ça n'atteint pas le côté professionnel, quelle est la marge de manœuvre d'un manager pour pouvoir le faire? Comment est-ce que j'adresse ça vis-à-vis de mon collaborateur, vis-à-vis de ma hiérarchie aussi, avant que ça arrive à un problème? Et ça, effectivement, c'est des éléments de plus en plus qu'il faut qu'on intègre dans les formations. Quand on parle de management, c'est pas juste piloter l'activité, etc. C'est aussi sur ces sujets-là, comment est-ce que je développe ces compétences managériales sur ces dimensions-là. Vous parliez des outils, donc je rebondis aussi là-dessus. D'après vous, c'est des outils à quel niveau du système de santé dont on a besoin, c'est-à-dire à la fois en amont, puis à différents niveaux, puis en aval? C'est toute une structure peut-être d'outillage, toute une boîte à outils qu'il faudrait, non? Ah oui, complètement, oui, oui. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on a besoin du pilotage national, que ce soit en tous les cas pour la fonction publique hospitalière, que ce soit sur le plan du ministère de la fonction publique ou du ministère de la Santé, avec des éléments guidants, hein, des objectifs communs, des plans d'action à mettre en place. Et puis après, il y a comment on l'incarne, parce qu'effectivement, c'est important d'avoir l'objectif, et puis après, il y a chaque politique d'établissement, comment elle l'incarne dans sa politique institutionnelle, au sein d'un projet managérial qui se décline à tous les niveaux du management. Ça, c'est sans doute essentiel aujourd'hui pour accompagner le sens de l'action. Et puis, dans la construction identitaire, tant des managers que des professionnels, eh bien, effectivement, l'accompagnement par des outils, des rencontres, enfin tout ce qu'on a dit qui doit structurer au travers d'un projet managérial d'établissement, si possible, et sinon au moins par grande catégorie professionnelle, de pouvoir permettre aux encadrants et aux professionnels de se sentir à leur place, protégés, en capacité de dire et en capacité de faire, quoi. Et ça, du coup, ça demande un peu quand même de structuration. Merci. Alors, peut-être un mot de la fin, chacune, pour une idée forte ou un message à passer, si vous aviez quelque chose à rajouter ou une question qui se pose, voilà. Ou une avancée. J'en ai plein des questions. Voilà. Je n'ai pas forcément les réponses.
Non, la question qui se pose, et pour moi, un des points, c'est comment est-ce qu'on reprend le temps de se questionner sur ces sujets-là dans des organisations contraintes, dans des organisations parfois en sous-effectif, etc. Comment est-ce que on sort un peu la tête de l'eau pour aussi pouvoir se projeter plus longtemps. Une des images que je donne souvent à mes cadres en formation, c'est le principe, alors c'est plutôt sur un autre projet, mais je la trouve qu'elle parle bien, c'est le principe du skieur de fond. C'est-à-dire que pour avancer, un skieur de fond, il doit avancer les deux pieds à tour de rôle, mais si on dit que le premier, c'est le quotidien, le deuxième, ça doit être la projection. Et on ne peut pas toujours être dans le quotidien et toujours regarder ça et d'être dans du micro-pilotage de l'activité et sans se dire dans quel but on le fait. Donc finalement, mon idée forte, ce serait peut-être de garder ces deux pieds qui s'avancent respectivement à tour de rôle, de garder un pied dans le quotidien pour pouvoir gérer ce qu'il faut gérer dans le quotidien, et notamment quand il y a des urgences de la question de santé, mais aussi se dire pourquoi est-ce qu'on le fait et vers quoi on va ensemble. Merci. Dominique Combarnous. Moi, je pense que l'implication des soignants, un management bienveillant et des conditions de travail améliorées, c'est les principes clés pour améliorer la santé des soignants et puis avoir un cercle vertueux durable. Voilà. Laurence Léniel. Alors moi, je vais rebondir alors, de manière opportune sur vos propos, parce que le congrès de la FDS à Dijon cette année est sur comment redonner, c'est sur la temporalité et comment redonner du temps à la réflexivité managériale. Donc on est en plein dedans. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au congrès de la FDS au mois d'octobre. Mais ceci dit, je vous rejoins assez, mais je pense que... Je pense, en discutant avec mes collègues directeurs des soins, avec les cadres supérieurs de santé avec lesquels je travaille au quotidien ou avec les cadres de santé, que c'est exactement ce que vous dites, c'est cette alternance entre le fait d'être dans l'organisation du soin, la mise en œuvre de la réponse à la mission de soins pour le patient et la réflexion sur comment je fais pour mettre en œuvre cette mission de soins qui permet aux professionnels de s'épanouir, et à tous les niveaux pour le coup. Et à tous les niveaux. Et donc, je pense que notre challenge, c'est de maintenir cette ligne-là. Et je pense que quand on a commencé à le faire, on trouve les moyens de continuer à le faire. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est un exemple que je vis et que je trouve assez fort. C'est que dans notre équipe managériale d'encadrement, il y a tous les mois une réunion de l'ensemble de l'encadrement paramédical. Donc cadre sup, directeur des soins. Et il y a une réunion qui est par mois, une réunion alternativement avec une autre, une réunion qui est une réunion centrée sur plutôt des informations, que se donnent d'ailleurs maintenant aussi les cadres entre eux, puisqu'on a décidé que cette réunion, elle était animée par un pôle et par les cadres du pôle. Et ce n'est pas du tout la même chose, parce que du coup, ils disent qu'est-ce que j'ai envie de dire à mes collègues de ce que je fais et de ce qu'on a fait, et que je voudrais qu'ils sachent qu'ils ne sachent pas, parce que les pôles sont assez cloisonnés. Et donc ça donne une vraie identité collective. Et le mois suivant, donc on a créé un bureau de l'encadrement avec des représentants de chaque pôle, et le mois suivant, le bureau de l'encadrement décide d'une thématique sur laquelle ils veulent réfléchir. Et en fait, les thématiques sont diverses et variées. Ça va aller du management intergénérationnel à l'utilisation de l'IA pour nous, et c'est quoi le projet de service, comment on le manage, voilà. Et en fait, aujourd'hui, il m'est arrivé de dire... le bureau de l'encadrement, parce qu'il y a aussi un directeur des soins, 3 cadres sup et un représentant de cadre par pôle, et de dire, écoutez, je vous laisse travailler, et puis je reviens. Et en fait, c'est génial, parce qu'en fait, d'abord, ils changent
ils changent absolument pas les rythmes parce que ça leur convient d'avoir un rythme organisation sur lequel ils peuvent s'ancrer et qui est lié à ce dont ils ont besoin. Et ce rythme thématique où ils ont besoin de s'enrichir, de s'évader, de réfléchir pour eux à leur management. Et un jour, voilà, je leur ai dit, on fait une évaluation, on continue ou on arrête? Ils disent, bah non, pourquoi vous voulez arrêter? Voilà, donc je me dis, peut-être c'est des trucs comme ça qui marchent. Voilà. Merci de ce bel exemple. Alors pour résumer, je reviendrai sur l'idée qu'au commencement est le planning. Ensuite, l'esprit de cohésion, donner du sens au métier, être à l'écoute, bien sûr, des équipes. Et puis merci à vous toutes. Et puis merci à vous de votre attention.